La femme qui est assise en face de moi n'est pas une femme comme les autres. Son élégance discrète, sa force tranquille et sa capacité à fédérer autour de ses idées en font l'une des trentenaires, l'une des entrepreneuses les plus en vue de notre époque. La femme assise en face de moi est une mère, une épouse, une fille, et elle a choisi d'inventer son propre monde plutôt que de se contenter d'hériter de celui des autres. Alors elle est là, parfaitement à l'heure, chemise blanche, pantalon, ballerine résille alaïa jaune aux pieds. Je le signale parce que je les ai adorées dès qu'elle est entrée. Cheveux tirés, très sages. Bonjour Lucie Veil, merci d'être aujourd'hui la marraine de ce nouveau format et donc d'être la première invitée de Tant qu'il y aura des femmes. Bonjour Julia. Comment ça va ? Bah super, il fait beau. Enfin à Paris, donc on se sent mieux et tout roule. Ah bah ça me rassure. Justement, je me demandais si j'étais la seule à être complètement impactée par la météo, mais non. Ah bah ça fait 2 ans que les gens sont déprimés, je crois. Mais c'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'il pleut, en fait. Ouais. On va le rappeler à ceux qui n'habitent pas Paris. Ça fait 2 ans qu'il pleut, et là, on a 4 jours d'affilée de beau temps. On est en robe d'été, on est pieds nus dans nos chaussures. Ça n'est jamais arrivé. Lucie, j'ai eu la chance de vous rencontrer lors d'un déjeuner et j'ai tout de suite eu envie de vous recevoir dans Tant qu'il y aura des femmes. Mais vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir dans ce nouveau format ? Le challenge, je crois. C'est quoi le challenge pour vous aujourd'hui ? J'ai écouté Tant qu'il y aura des hommes. C'est un podcast que j'aime beaucoup, que je trouvais audacieux. Et du coup, l'idée de donner la parole aux femmes sur la même thématique m'a donné envie. C'est naturel pour vous de parler de vous ? C'est un exercice un peu délicat ? C'est délicat, c'est pas du tout naturel. On est tous un peu discrets dans la famille. C'est pas un truc qu'on cultive, c'est assez... c'est de l'ordre du tempérament. Et du coup, c'est plus qu'un exercice, quoi. C'est une préparation qui a été difficile puisque je n'ai eu aucune question à l'avance. Oui, mais alors j'ai été très honnête, je vous ai dit, et vous venez de le dire, vous avez accepté de venir parce que vous vous êtes dit que si c'était comme Tant qu'il y aura des hommes, vous n'alliez pas être perdu. Je vous le redis, c'est comme Tant qu'il y aura des hommes, sauf que c'est Tant qu'il y aura des femmes. Ouais, je me suis traîne parce que j'ai écouté pas mal d'épisodes pour me préparer, ouais. Vous allez très bien y arriver. En tout cas, vous êtes en terrain ami. Moi, je connais bien mes auditrices, je connais bien mes auditeurs. Et je vous assure que tout le monde veut votre bien, donc vous pouvez être tout à fait détendu. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait sourire ces derniers jours ? Hormis le soleil, moi, je pense que tous les matins et tous les soirs, je me réveille et je m'endors en souriant parce que je mesure la chance que j'ai dans la vie en général. Et ne serait-ce qu'au quotidien, d'être heureuse, d'avoir une famille qui va bien, d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir de quoi remplir mon frigo et bien le remplir, un mariage qui roule. Donc, je crois que je le mesure tous les matins quand je me réveille, tous les soirs quand je me couche. Et je saisis que c'est précieux. Et puis, il y a le soleil. Et le soleil. Et ça vous a rendu très heureux. Sauf que vous, le soleil, vous êtes... Je lis régulièrement, oui. Oui, c'est ça. Parce que Lucie, pour celles qui ne le savent pas, vous êtes la fondatrice de Lily of the Valley, qui est un endroit assez magique, je crois. Je dis je crois parce que je ne l'ai vu que sur Instagram. Pas encore, oui. Mais franchement, vous nous parlez un peu de cet endroit fabuleux. Déjà, ça fait combien de temps que vous l'avez ouvert ? C'est où ? C'est comment ? C'est quoi ? Alors, ça fera 6 ans cet été. Lily of the Valley, c'est un hôtel 5 étoiles. On est membre de la collection Leading Hotel of the World. On est sur la presqu'île de Saint-Tropez, sur la plage de Gigaro. Je précise parce que c'est un endroit qui est très cher à mon cœur. Alors je veux bien savoir pourquoi. Vous aviez déjà un rapport avec cet endroit ? Ouais, alors en fait, l'hôtel est un projet père-fille. C'est un projet qu'on a eu envie de mener ensemble avec mon père. Et en fait, on s'est installé à Gigaro parce que c'est un endroit où on va en vacances depuis maintenant 3 générations. Tous les étés. C'est un endroit qu'on adore, qu'on trouve beau à l'année. Et c'est la raison pour laquelle on a fait le choix d'ouvrir Lily of the Valley toute l'année. Et alors, Lily of the Valley, c'est pas juste un hôtel. Non. Comment on peut le définir ? Parce que ça a un nom maintenant, ce genre d'endroit. Nous, on se définit comme un wellness luxury hotel. Parce que toute wellness luxury hotel. Ouais. Donc un hôtel de bien-être luxueux. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est loin de la thalasso qu'on connaissait en Bretagne. Il n'y a pas de jet violent dans une il n'y a pas de rendez-vous de 15 minutes et on passe pas la journée en peignoir et en chaussons. Voilà. À moins qu'on le souhaite, mais sinon non. Nous, on propose un séjour luxueux à nos clients, tourné autour du sport et du bien-être et de la perte de poids s'ils le souhaitent. Ils peuvent venir sur des durées qui vont de 4 jours à parfois plusieurs mois, parce qu'on a des clients qui sont restés plusieurs mois. Ouais. Plusieurs mois ? Ouais. Et c'est complètement incroyable. Ils font venir leur famille ou ils sont... Parfois, on a les familles qui arrivent, qui partent. Et puis parfois, c'est des gens qui viennent se mettre au vert et qui veulent s'isoler pendant plusieurs mois.
Et nous, ce qui nous distingue des autres hôtels qui sont orientés bien-être, c'est qu'on n'a pas de médecin, les clients ne sont pas malades, il n'y a pas de blouse blanche. On est autour du plaisir, du sport, de l'outdoor. Et comme Gigaro est un endroit qui est beau toute l'année, et ben ça justifie complètement de venir en décembre pour faire du longe-côte dans les eaux cristallines, pour aller courir sur le Cap Lardier, qui est un domaine protégé. Voilà, c'est exceptionnel, on se croit au bout du monde et pourtant on n'est qu'à 1 heure de Paris. Qu'à 1 heure de Paris en avion. En avion. Oui, parce que sinon j'ai quand même des souvenirs, c'est un peu plus loin. C'est vrai que le côté plaisir, je l'ai lu dans les commentaires de certains de vos clients. J'ai même lu que certains avaient et moi je vais vous dire, ça m'a donné envie tout de suite, des diètes, mais ils avaient un verre de vin tous les soirs. Ouais, c'est signature chez nous. C'est dingue ça. Ouais. Nous, on prend... Vous allez me dire, en Thalasso, je crois qu'on servait du champagne. Il fut un temps, mais là, le verre de vin, c'est... Ouais, c'est un grand cru. Tous les soirs, on propose un verre de grand cru qui change. Parce qu'en fait, quand vous êtes en programme chez nous, vous avez un menu qui vous est proposé. Et donc, il y a un pairing mets et vin tous les jours pour se récompenser de la journée qu'on vient de passer, de l'effort qu'on a fait. Et nous, on prend le parti de faire perdre du poids à nos clients, une fois de plus, s'ils le souhaitent. Mais la plupart, c'est quand même ce qu'ils recherchent, dans le plaisir. Donc, on n'est pas puni. L'expérience, elle est agréable. Les soins sont agréables. Vous avez tout testé ? Oui. Ouais, je pense que je teste tout. Déjà, de grossesse en 2 ans, je profitais de mes petits passages à l'hôtel pour bien tester. Et puis oui, moi je connais très très bien. Enfin, je participe à 100% à la conception en fait de l'expérience à Lily of the Valley. Et alors comment vous faites justement pour concevoir des nouveaux programmes ? Est-ce que vous allez dans d'autres hôtels regarder ce qui se fait, pardon ? Est-ce que vous allez dans d'autres pays chercher des techniques et des praticiennes ou des praticiens dans d'autres pays ? Ouais, on a beaucoup regardé. Ça nous a à la fois permis d'ajuster, nous, le concept qu'on avait envie de construire. Parce que quand on a fait notre espèce de benchmark, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, on se sentait un peu puni, en fait. On ne mange pas beaucoup, on est dans l'effort, voire même parfois on jeûne. Nous, ce n'était pas ce dont on avait envie. Et puis, on a construit un produit qui nous ressemblait et qui était ce qu'on était à l'aise de vendre à nos clients, en fait. Et donc, aujourd'hui, vous partagez votre temps entre Paris et le Sud ? Oui, avant j'y allais toutes les semaines et puis 2 bébés en 2 ans, je me suis un peu calmée. Donc maintenant j'y vais moins régulièrement mais plus longtemps et elles viennent avec moi. Et puis on a lancé il y a quelques semaines la construction de notre prochain hôtel à Courchevel. Donc là pour le coup je suis toutes les semaines à Courchevel en train pour suivre les travaux parce que le chantier est timé donc faut bien suivre de près. Il faut ouvrir quand là, à Noël ? Noël 26. Noël 26, ok. Oui. Alors, juste pour revenir sur le Sud, quand vous êtes, ou d'ailleurs, en fait, ça fonctionne aussi quand vous êtes à Courchevel, mais qu'est-ce qui vous manque de Paris quand vous en êtes loin ? Est-ce que vous êtes toujours contente de rentrer ou est-ce que parfois vous vous dites, en fait, je pourrais m'installer à Gigaro ou à Courchevel maintenant ? Moi, je suis née et j'ai grandi à Paris. Donc, c'est un mode de vie qui me convient assez bien. Et ce qui me convient encore mieux, c'est effectivement de passer une partie de ma semaine dans le Sud, à la campagne, parce que Gigaro, c'est la campagne à 15 minutes de Saint-Tropez. Et puis de faire mes week-ends à Paris et de bruncher dans le 9e, ça me va très bien. Donc j'ai un équilibre qui est assez parfait, parce que de dire que sa maison de campagne, c'est Paris, finalement, ça fonctionne. J'avais bien dit que vous n'étiez pas une femme comme les autres. Lucie, ce podcast s'appelle donc « Tant qu'il y aura des femmes ». Alors voilà, vous êtes la première à y passer, mais je voudrais bien savoir quelle est votre définition de ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui ? Je dirais que c'est faire face à des injonctions contradictoires. Et être une femme heureuse, c'est en faire fi. Parce que c'est difficile, je trouve, aujourd'hui, de pouvoir répondre à tout ce qu'on attend de nous. Donc, on va peut-être en redresser la liste pour celles et ceux qui les auraient oubliées. C'est quoi vos injonctions contradictoires ? C'est être une bonne mère présente, mais en même temps être une girl boss. C'est faire preuve d'autorité, mais pas être hystérique. Mais vous vous sentez hystérique quand vous êtes... Ça vous arrive de vous sentir hystérique ou c'est les autres qui vous envoient cette image d'hystérique ? Non, c'est l'image globalement d'une femme qui s'énerve, à qui reproche d'être hystérique. Une femme n'a pas le droit de s'énerver. Mm-hmm. Donc moi, je trouve que c'est ça qui est difficile aujourd'hui quand on est une femme. C'est savoir faire face et répondre à toutes ces injonctions qui se contredisent en permanence. Et je pense que l'équilibre, c'est de savoir passer outre et se construire sans en tenir compte. Qui sont les femmes qui vous ont servi de modèle pour justement trouver cet équilibre ? Assez inévitablement, les femmes qui m'ont élevée, à commencer par ma mère, évidemment, ainsi que ma grand-mère paternelle qui ne m'a pas élevée, mais qui a été un visage très présent dans mon enfance et dans ma vie.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles avaient? Enfin, qu'est-ce qu'elle avait, par exemple, votre grand-mère de plus que les autres? Et justement, c'est ma grand-mère paternelle et les chiens n'épousent pas des chats puisque en fait ma mère et ma grand-mère avaient quand même un trait de caractère commun qui était d'être assez autoritaire, enfin ma mère est toujours là, d'être assez autoritaire naturellement, mais sans être dans l'éclat. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours vachement admiré. Ma mère, vous l'avez ça? Je pense parce que justement, comme j'ai un peu préparé cette interview, j'ai demandé à ma mère quel enfant j'étais et elle m'a dit mais t'as toujours été hyper déterminée, pour ne pas dire gentiment que j'avais un caractère de cochon et que je suis autoritaire. Mais oui, ma mère et ma grand-mère, toutes les deux. Mais vous êtes quoi, une main de fer dans un gant de velours? Je crois, je sais pas. C'est-à-dire que vous parlez très sèchement, mais vous ne criez jamais? Non, je crie pas. Jamais. Donc vous pouvez dire des trucs horribles sans jamais crier. Je suis pas horrible. C'est pas de trucs horribles, ça vous arrive jamais de dire un truc horrible? Non, parce qu'en fait, quand il y a une situation qui me contrarie, ou alors une situation dans laquelle je me sens obligée de réagir, généralement, je prends un peu de recul et je pèse mes mots parce que justement, j'aime pas réagir à chaud. Généralement, on regrette quand on réagit à chaud. Ah, vous êtes hyper réfléchi, vous. On peut pas vous traiter d'hystérique, je suis désolée, les gens non, ont tort. C'est on peut pas. impossible, Non, on je peut pense pas. qu'on peut difficilement traiter d'hystérique. Clairement. Mais je trouve ça difficile de réussir à s'imposer et parfois à hausser le ton, sans crier évidemment, mais en tout cas à se faire respecter. Et c'est difficile parfois de sentir qu'on attend un peu, de voir quand est-ce qu'on va s'énerver, quoi. Autour de soi, moi je trouve qu'on sent qu'il y a une pression là-dessus, quoi. Voilà, c'est difficile quand on est une femme de ne pas ressembler à ce que les autres attendent de vous, quoi. Mais vous vous fâchez souvent, vous êtes très exigeante, c'est difficile de travailler pour vous, c'est difficile de vivre avec vous. Vous allez me dire, c'est peut-être à votre mari que j'aurais dû poser la question, mais, non, mais vous le savez, il peut répondre à ça. Alors moi j'ai une très bonne réponse à ça, c'est que c'est moi qui conduis, notamment quand on fait des longs voyages. Et l'année dernière, on est parti à Megève en voiture, donc c'était un long, pendant l'été, c'était un long trajet, et à une demi-heure de l'arrivée, je lui ai écrasé le pied avec la voiture. Et enfin, c'est pas que j'ai écrasé, c'est que vous avez fait exprès? Non, pas du tout. C'est que j'ai roulé sur son pied doute. et je me suis arrêtée sur son pied, la voiture est restée sur son pied. Et pour me le signaler, parce que je m'en suis pas rendu compte, il a crié chérie. Et je me suis dit, s'il était une personne horrible, enfin rétrospectivement, sur le coup, j'ai beaucoup de choses passées dans ma tête, mais pas ça. Mais rétrospectivement, je me dis, s'il était une personne horrible, il aurait peut-être pas crié chérie parce qu'il aurait peut-être profité de cette aventure pour me balancer 11 ans de reproches à la tronche. Or non, il m'a dit chérie, donc je me dis que je dois pas être si horrible que ça parce qu'il a pas profité de l'occasion, qui pourtant était royal. Cette histoire est assez géniale. Lucie, quelle femme vous rêveriez de rencontrer, vivante ou morte? Là, juste après ce podcast, là, si je vous l'apporte et qu'il y a quelqu'un, c'est qui? Ou de retrouver, hein. Taylor Swift. Ouais. Ça, je suis sûre que vous êtes qu'à 2 poignées de main de Taylor Swift. Ça peut pas être impossible pour vous de recevoir Taylor Swift à Lily of the Valley, par exemple? Non, c'est pas impossible. C'est des gens qui sont très discrets. Donc, quand on reçoit des genres de personnalités à l'hôtel, on les laisse tranquilles, on leur parle pas. Évidemment. Mais pas impossible. Mais si je la rencontrais, je lui dirais bonjour et je l'accueillerais, mais je passerai pas mon après-midi à discuter avec elle, je la laisserai tranquille. Mais alors que c'est avec elle que vous aimeriez passer l'après-midi? Ouais, parce que je la trouve passionnante. Ça, pour le coup, c'est une vraie girl boss. Elle compose, elle écrit, elle interprète. Sa tournée, moi, j'ai suivi, ça m'a impressionné. Le tour du monde qu'elle a fait, les salles qu'elle a remplies, l'organisation. Et je sais pas si vous avez vu le documentaire sur sa tournée. On sent que c'est une femme entrepreneur. C'est elle qui tient les rênes, quoi. Vous pensez qu'elle est heureuse? J'ai pas d'informations particulières sur cette question, hein. Mais je me pose la question là quand vous en parlez, parce que vous êtes une girl boss, vous faites pas une tournée mondiale, mais vous avez 2 enfants, vous avez un mari, il y a un socle quand même quelque part, vous le retrouvez souvent. On n'a pas besoin d'un socle pour être heureuse, hein. Il y a des gens qui sont très très heureux sans socle. Mais est-ce que vous pensez qu'elle est heureuse? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notamment, elle en parle dans son documentaire, c'est qu'on lui reproche d'avoir une vie sentimentale instable. Et ce que je trouve profondément injuste, c'est qu'elle, pareil, en fait, elle passe pour une fille très instable d'avoir plein de mecs, alors que, par exemple, Leonardo DiCaprio, personne ne lui reproche. Ah si, on peut pas dire ça. Aujourd'hui, Leonardo DiCaprio, tout le monde lui met dans les dents, qui sort qu'avec des filles de moins de 20 ans. Ouais, Too Old For You, ça c'est, mais ça fait rire. Alors que ça fait rire. Elle passe pour une zinzin, quoi. Ouais, on commence à le voir un peu avec des yeux un peu pitoyables. C'est-à-dire qu'en plus, il a plus la fraîcheur qu'il avait dans le temps. C'est ça, ouais. Non, c'est ça parce le problème. Que, ça y est, Leonardo DiCaprio, il commence à nous venger de quelque chose. C'est vrai. C'est un des premiers acteurs à qui on reproche le changement de physique. Et moi, j'y tiens pas particulièrement à ce qu'on reproche aux gens le changement de physique, sauf que lui, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on note une différence entre Léo et Leonardo DiCaprio. Ouais, c'est vrai. Voilà.
Non, mais il fallait bien qu'il y ait un peu de justice, quoi, qui soit rétablie. Ok, donc Taylor Swift. Vous êtes mère de 2 petites filles, vous nous l'avez dit, vous les avez eues assez rapprochées. Vous aviez envie d'avoir des filles absolument. Ouais. Ouais, c'était un vrai souhait. Est-ce que vous pensez que la façon d'éduquer les petites filles a beaucoup changé par rapport à votre époque? Vous avez quel âge? 33 ans. Ok. Je pense que ça dépend des parents. Mais moi, c'est certain que je fais attention à ce que je leur dis, à ce que je leur montre. Et par exemple, le sujet de la voiture, le fait que ce soit moi qui conduise en famille. Mais pourquoi c'est vous? C'est parce qu'il n'a pas le permis? Non, si, il a le permis. Il a le permis, il n'a pas un super degré d'attention, donc sur les longs trajets, je préfère que ce soit moi pour des questions évidentes de sécurité. Mais il le sait, ça, que c'est pour ça? Il le dit lui-même. D'accord. Il est tout à fait raccord avec ça. Ce qui m'empêche pas de lui écraser le pied, mais il m'en veut pas, même si c'est cassé. Par exemple, pour moi, c'est important que les filles voient leur mère conduire une grosse voiture, parce que quand on part en vacances, on loue une grosse voiture pour des questions de sécurité. Et pour moi, c'est important, parce que moi, j'ai toujours été conduite par mon père. Dans la famille, c'était comme ça. C'est le papa qui conduit les enfants, qui conduit la famille, c'est chef de famille. Et ça, pour moi, c'est important que mes filles, elles comprennent que c'est pas la dynamique évidente. C'est vous le chef de famille dans votre famille aujourd'hui? Non, je pense que c'est assez équilibré. On a chacun nos rôles. Il n'y a pas, le côté très mère, le côté très père. Même sur l'autorité, on se répartit assez bien. On en discute et on est d'accord. Quelles valeurs vous aimeriez transmettre à vos filles? Alors, indépendamment de celle-là, c'est-à-dire que le chef de famille n'est pas forcément qui l'on croit. L'effort, le travail, l'épanouissement. Et puis, c'est quoi comme valeur l'épanouissement? Comment on peut transmettre ça? Parce qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir s'épanouir. Ouais, mais je ça pense... se choisit, vous croyez? Alors, je pense pas... Je pense que ça se choisit partiellement. Mais je pense que parfois, il faut accepter de faire des choix difficiles, mais qui sont nécessaires et qui, à long terme, sont importants pour être épanouis. Mais c'est des trucs bêtes. Par exemple, moi, j'ai un truc que je m'impose, c'est que quand j'ai quelque chose sur le cœur, j'en parle tout de suite. Je ne me laisse pas pourrir pendant des heures et des jours avec un sujet qui me fait mal au cœur, qui me retourne le ventre. Je le verbalise tout de suite, déjà parce que dans 50% des cas, c'est un malentendu. Et dans les 50% restants, quand on est bien entouré, on arrive à trouver des solutions. Et ça, mais vous, l'option sous le tapis, ça, c'est pas une option? Non. Ah ouais? Vous allez peut-être essayer votre technique. Là. Vous dites les choses tout de suite, quoi. Il n'y a rien qui est glissé. Et notamment au travail, je le dis tout de suite. D'accord. Quand je sens que... C'est plus facile au travail, non, que de le dire à ses proches. Oui. Oui, c'est clair. Et surtout, les proches, ce qui est difficile aussi, c'est que quand on a passé un peu de temps à pas dire les choses, en fait, ça prend une dimension que ça devrait pas prendre. Et du coup, c'est là où c'est compliqué d'en parler. Moi, je trouve qu'en parler des choses tout de suite, ça permet de purger. Et puis, quand on s'aime et quand on a envie que l'autre soit heureux, on trouve des solutions. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je m'impose. Et je pense que ça, c'est assez clé dans l'épanouissement. Et c'est quelque chose que j'apprendrai à mes filles. Lucie, je pense que pour bien connaître quelqu'un, il faut d'abord reprendre l'histoire depuis le début. Alors, vous nous l'avez dit, vous êtes née à Paris, vous avez grandi à Paris. Dans quel milieu social? Privilégié. Qui sont vos parents, Lucie? Mon père, Alain Veil, a toujours travaillé dans les médias. Il a créé, quand j'étais très jeune adolescente, voire enfant, le groupe Next Radio avec RMC BFM. Il a créé BFM TV, RMC Découverte, RMC Story. Il a vendu son groupe il y a presque 10 ans. Et ma mère, Isabelle, qui nous a élevés pendant notre enfance. Et puis ensuite, qui a rejoint mon père dans le groupe et qui a développé toute l'activité caritative. Alors vous dites nous, vous êtes combien de frères et sœurs? 3, j'ai une grande sœur, avec qui j'ai seulement 20 mois d'écart. Et un petit frère, là on a 5 et 7 ans d'écart avec lui. 20 mois d'écart, c'est donc un truc de famille. Hein. Ouais. Chez les Veil, on fait des petites filles très rapprochées. Ouais. Vous comptez faire un 3e enfant? Eh bien, peut-être. Mais dans 5 ans? Ouais. C'est bien ça. Comment décrirez-vous ce que vos parents vous ont transmis, chacun à leur manière? Ma mère était très présente, très aimante, très enveloppante. Elle s'est vraiment complètement dédiée à nous pendant notre enfance. Ça a été source de notre équilibre. Ça a été hyper important. Et mon père était également très présent. Je ne pense pas autant qu'il l'aurait voulu parce qu'il était évidemment très pris par sa vie professionnelle. Mais pour autant, moi, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance avec lui parce que même s'il n'était pas là le soir, on prenait nos petits déjeuners ensemble le matin avant d'aller à l'école. On partait en week-end ensemble, on partait en vacances. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs de famille. J'ai eu des parents très présents. Et surtout, j'ai eu... une vie de famille complètement tournée autour de la carrière de mon père.
C'était hyper important dans la famille, ça a été vraiment une valeur centrale. Mon père partageait son aventure entrepreneuriale, il nous faisait participer, on en discutait beaucoup. J'ai pris toute mon enfance, mon petit déjeuner en écoutant RMC, toute mon adolescence en regardant BFM, et il en parle non-stop. Moi, je suis obligée de lui dire aujourd'hui que le soir de son anniversaire, ou que le dimanche autour du poulet familial, on arrête de parler boulot, quoi. Ah ouais, encore aujourd'hui. À mon discours de mariage... Non, il n'a pas placé BFM. Si. Il a réussi à placer Alors, BFM. pas BFM, il a réussi, parce qu'on a, dans les invités, on avait notamment Vinci qui nous a accompagnés sur la construction de l'hôtel, et avec qui on a d'excellentes relations. Et il a réussi à remercier Vinci et Philippe Stark qui a dessiné l'hôtel pendant 5-6 minutes, avant de dire Lucie, puisque c'est de toi dont il s'agit ce soir. Ah ouais. Et après, il a fait l'éloge de mon autorité pendant les 10 minutes restantes. Ah, déjà, un discours de 16 minutes, c'est assez long, mais si les 6 premières minutes ne vous sont pas consacrées... Non, j'exagère. C'est quoi sa plus grande qualité, la plus grande qualité d'Alain Veil, selon vous? C'est son sang-froid. Qui peut être peut-être un peu parfois aussi son plus gros défaut. Vous en avez hérité? Oui, je pense. Oui, je pense que j'ai son sang-froid, ouais. Et c'est quoi la plus grande qualité d'Isabelle, votre mère? Sa générosité, débordante. Et vous en avez hérité? Pas autant qu'elle. Parce qu'elle, je pense qu'elle prend beaucoup trop de place, et je lui dis souvent. Mais je pense qu'un des traits de mon caractère, c'est l'empathie, ouais. Vous êtes proche de vos frères et sœurs? Ouais, très proche. Vous voyez beaucoup? Ouais, on habite tous à 5 minutes les uns des autres. Tous. On peut habiter à 5 minutes et se voir jamais. C'est vrai, parce que mon petit frère a vécu longtemps aux États-Unis, c'est celui qu'on voit le moins. Et quand je le croise maintenant, je lui dis « Ah, Jean, les States, comment ça va ?» À quoi ça ressemblait les fêtes de famille quand vous étiez enfant? C'était joyeux, parce que j'ai beau avoir un papa introverti sur la scène publique, c'est un papa qui nous faisait beaucoup rire. Et puis même ma mère, on riait beaucoup, c'était très joyeux quand j'étais petite, ça l'est encore toujours. Mes parents sont plus ensemble aujourd'hui. Bon, on garde une vie de famille très harmonieuse, on se voit tous régulièrement. Ensemble? Ouais. Vous continuez à faire Noël ensemble, par exemple? Ouais. Ça, c'est fort. Et c'est vraiment un très beau cadeau de mes parents, parce que de ne pas avoir à se demander avec qui on va passer le 24, qui on va passer le 25, c'est précieux. C'est vrai que c'est assez précieux. Encore faut-il pouvoir le faire. Tout le monde ne s'entend pas suffisamment bien, donc on ne va pas jeter la pierre à ceux qui auront échoué. Quel est le goût de votre enfance, Lucie Veil? C'est quoi votre Madeleine de Proust? La purée de ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Elle avait beaucoup de beurre. Ah, c'est la base, mais c'est la base. Ouais. On utilise du beurre chez Lily of the Valley? Bah oui, parce que c'est qu'une question de quantité déjà. Et puis parce que nous, on est dans le plaisir, on peut perdre du poids sans se sentir, sans se faire fouetter. Ouais, mais après, on perd pas du poids avec la purée de votre grand-mère. Non, ça Parce c'est que moi, clair. j'ai essayé ce régime purée. Ça marche pas très bien. Ça fonctionne pas. Non. J'ai essayé le régime churros, ça fonctionne pas non plus. Enfin, j'ai essayé plusieurs... Non, le gras, on a beau dire que c'est bon, dans une certaine mesure. Quand on a déjeuné ensemble, vous m'avez parlé d'un film. Vous vous souvenez de quoi vous m'avez parlé? Bien sûr. Alors, genre, peut-être plusieurs, parce qu'il y a pas mal de films que j'aime bien. Vous m'avez parlé de La gloire de mon père. Ouais. Cette année-là, mon père fit un bond de comète. Il fut nommé instituteur titulaire à l'école du chemin des Chartreux, la plus grande école communale de Marseille. Où tu vas? À l'école. J'ai donc loué une villa dans la colline et nous y passerons les grandes vacances. Elle est où cette villa? Juste au bord d'un désert de garrigues qui va d'Aubagne jusqu'à Aix. Nous sortîmes du village et commença la féerie. Je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Lily savait tout. Le temps qu'il ferait, les sources cachées. Une sauce, ça se dit pas, même à moi. La Partavelle. Qu'est-ce que c'est? Papa. Il les a tués! Toutes les deux! Il les a tués! Ici, le bonheur coulait de source, simple comme bonjour. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. Qu'est-ce qu'il a, ce film, pour vous? Pourquoi il vous ramène instantanément à l'enfance?
Parce que déjà, c'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais petite, parce que j'ai re-regardé adulte et que j'ai compris adulte, que je ne comprenais pas du tout enfant. Moi, quand j'étais enfant, je voyais que les cigales, la poésie de Pagnol, l'arrière-pays. C'était ça qui me transportait, qui me touchait quand j'étais petite. Et qu'est-ce que vous avez compris ensuite ? Et ben qu'en fait, c'est l'histoire d'un enfant qui adule son père et qui comprend qu'en fait, ce n'est qu'un homme. Ça a résonné chez vous ? Pas encore. Vous continuez à aduler votre père ? Bah oui, on travaille ensemble. Ouais. Et évidemment, moi, je le trouve brillantissime. Donc, Mais ça n'empêche pas qu'il ne soit qu'un homme. ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis sûre que vous le savez en plus. Bon, passons maintenant à votre adolescence, qui en général est une période qui m'amuse. Chez nos invités, si vous entriez là, Lucie Veil, vous avez 15 ans, vous passez la porte. Vous ressemblez à quoi ? Vous êtes habillée comment ? Vous avez quoi comme chaussures ? Ne nous cachez rien, on pourra voir si vous nous avez menti. Alors, déjà, j'ai pas des baskets blanches parce que j'arrivais pas à négocier quand j'étais petite. Pareil. Que des baskets bleu marine. C'était le seul compromis que j'avais trouvé. Ah, mais au moins, vous aviez le droit au basket. Ouais. Mais bleu marine, c'était le seul compromis que j'avais trouvé. Ok, moi j'ai passé mon enfance avec des mocassins à pico orange, donc franchement... Je suis désolée. Ouais, vous pouvez. C'est un très lourd traumatisme. Ok, pardon, je vous en prie, continuez. Donc, Et j'étais une ado, je pense, un peu relou pour mes parents. Parce que j'ai claqué les portes et parce que je leur infligeais la punition du silence. Mais au-delà d'être casse-pied, je ne les ai pas beaucoup inquiétés. J'avais des bonnes notes, j'avais des bonnes fréquentations, je ne faisais pas le mur, je ne mentais pas, je ne fumais pas. vous étiez quel genre d'ado ? Timide, dragueuse, chef de bande ? Alors, pas du tout chef de bande, ni timide ni dragueuse. J'étais une ado cool, qui faisait pas de vagues. Pas de vagues, pas de bêtises. En même temps, vous aviez la 2e place dans une fratrie. On dit souvent que c'est une place un peu difficile. Ouais, ça, j'ai trouvé que c'était une place dure parce que tout ce que le premier fait, c'est hyper observé. C'est normal. Ça, c'est des étapes qui sont franchies. Puis moi, j'arrivais même pas 2 ans après. Puis j'avais des bonnes notes, je posais pas de problème. Donc je pense que mes parents étaient pas très inquiets pour moi. Donc ils savaient que ça roulait, qu'il n'y avait pas de soucis. Et mon petit frère, c'est le seul garçon. Puis en plus, il est original. Donc il a toujours beaucoup amusé la famille. Donc il avait de l'attention. Moi, je sentais que je trouvais que j'avais moins d'attention quand j'étais petite. Vous en avez souffert ? Ouais, bien sûr. Vous avez essayé de faire des conneries pour vous faire remarquer ? Non. Même pas ? Bah, j'ai claqué des portes. C'est tout. Ouais, bon. Je crois que c'est supportable. J'ai pas fait de conneries. Bah si, en fait, je pense que ma façon de le manifester, c'est que je monopolisais pas mal l'attention familiale en étant relou, quoi. C'est tout. Vous allez faire attention à votre petite deuxième ? Ouais, et c'est marrant parce que la deuxième a 1 an, la première a 2 ans et demi. Et quand la deuxième râle, quand mon aînée râle parce qu'elle veut quelque chose que sa petite sœur a dans les mains, on a envie, pour qu'elle arrête de pleurer, de faire du bruit, de lui arracher et de donner à l'aînée. Et en fait, moi, je me refuse de le faire parce que je veux pas qu'on sèche les larmes de la première avec la sympathie de la seconde, quoi. Il y a une vraie différence de caractère entre vos 2 filles déjà ? Ouais, elles sont petites, donc c'est difficile à dire. Elles sont toutes les 2 hyper joyeuses, hyper easygoing, elles sont gentilles. C'est encore difficile à dire. Le caractère de la première se dessine, de l'aînée, qui s'appelle Nicole, comme ma grand-mère. Et le caractère... Elle a quel âge, Nicole ? 2 ans et demi. C'est trop mignon comme prénom. Mm. Et votre petite, à quel âge ? Violette. Elle s'appelle 1 an. Ouais. C'est ma faute, c'est moi qui vous ai... Dans l'autre sens. Violette qui a 1 an, ok. Ok, mais leur caractère, vous les avez pas encore vu se dessiner ? Moi, j'avais le souvenir que ça se voyait quand même un peu plus tôt. Nicole, qui a 2 ans et demi, si, clairement, là, ça se dessine. Et Violette, en fait, elle est tellement facile. Mais c'est ça, le truc, c'est que les seconds sont souvent extrêmement faciles. Mais la première, ça peut changer. Déjà. Ouais, bah, bien sûr. Ça peut changer. J'attends. Moi, tous les jours, je me dis à quelle sauce je vais être mangée, parce que c'est beaucoup trop facile pour l'instant. Vous m'avez dit 2 enfants en 2 ans, vous êtes des dingues et tout. Elles sont tellement sympas que je me dis, ça va forcément briller un moment, on va le payer. Ouais, alors pas forcément. Je sais pas s'il y a une étude américaine sur le fait qu'on le paye quoi qu'il arrive, mais en revanche, le caractère, normalement, ça se dessine assez vite et si elle est facile. Mais bon, voilà, ça peut changer. Moi, mon deuxième fils, son premier mot, c'était à table. Donc j'avais l'impression que ça allait être une autoroute de plaisir. Il s'est révélé un peu plus pénible que ça quand même. Mais je l'aime quand même. Quelle musique vous écoutiez quand vous étiez adolescente ? Bah, Laurie, L5. Laquelle d'L5 ? J'ai pas. Bah, toutes les femmes de ta vie. Ouais, ça donnait quoi déjà ? Non, mais je me souviens pas du tout. C'était quoi déjà l'air ? Mais si. C'était quoi le. Lucie, vous pouvez pas me laisser comme ça ? Non, hors de question. Bah, au moins les paroles. Je me refuse. Non, mais alors, en revanche, j'ai eu un accident de ski quand j'étais petite. Accident de ski assez impressionnant. Pardon, c'était pas pour ça que je riais, c'était parce que je vous imaginais chanter. Et j'ai perdu connaissance et les secouristes me posaient plein de questions auxquelles je répondais pas pour essayer de voir si ma mémoire revenait. Et ma sœur me disait chante l'L5
Parce que c'était l'époque de Popstar, je pense. Et comme elle avait compris, ma grande sœur, que les gars essayaient de tester ma mémoire et tout, elle m'a dit chanter L5 et j'ai chanté sur la piste, le visage en sang, mon casque complètement éclaté, les L5. Donc ils ont compris que ça allait. Je m'en sortirais. Donc vous êtes obligé de m'en chanter un tout petit bout pour vérifier que la mémoire est encore intacte. J'ai l'impression, je suis face à vous, qu'il y a un trouble. C'est une forme de sororité entre nous. Franchement, vous ne pourrez pas dire que j'ai pas essayé. Hein. J'ai vraiment... Vous êtes sûr, hein? Ouais, pas de certaine. regret. Jamais à chaud. Jamais à chaud, c'est-à-dire? Je réagis jamais à chaud. Ah, d'accord. Ok, très bien. Quelles études vous avez faites après votre bac? Alors, j'ai intégré un cursus de droit à Assas. Ouais. Je suis allée jusqu'au Master 1 de droit des AF. J'ai bien aimé. Après, je me suis fait une petite récré aux Beaux-Arts de Londres où j'ai fait de la sociologie de la mode pendant 1 an. J'avais envie. J'avais passé 4 ans à Assas à bûcher comme une dingue. Et alors que je voulais pas être avocate et que je le savais. Donc, du coup, je me suis fait une petite récré à Londres. Et après, j'ai intégré l'ESSEC. Et la chaire LVMH, qui est le cursus spécialisé en luxe à l'ESSEC. Donc, vous saviez déjà que vous aviez envie d'être entrepreneur ou vous pensiez que vous alliez intégrer un gros groupe Je pensais intégrer un gros groupe. D'accord. Moi, vous aviez quoi dans le viseur? Alors, petite, je voulais être styliste. Ouais. J'ai dessiné très tôt, j'ai dessiné beaucoup de robes, j'ai dessiné des robes à toutes les copines de ma mère. Et puis en grandissant, ça s'est affiné et j'ai compris que je voulais travailler dans le luxe parce que moi, ce que j'aime, c'est le plaisir, c'est le fait de voir le plaisir qu'on crée chez l'autre. Donc c'est pour ça que je me suis destinée au luxe et que j'ai fait le parcours LVMH à l'ESSEC. Et puis je suis arrivée chez LVMH à la fin de mes études et je trouvais que dans un bureau à Levallois, j'étais un petit peu loin et du client et du produit. Donc j'ai envisagé de passer en retail, d'être en boutique et de voir le sourire du client quand on lui tend le sac du cadeau qu'il vient de s'offrir. Et en fait, à ce moment-là, avec mon père, on a eu cette envie et cette idée de construire un hôtel à Gigaro qui était l'endroit de notre happy place. Et moi, pour moi, ça faisait sens parce que l'hôtellerie de luxe, c'est un endroit de plaisir. Alors le luxe, d'accord, mais le bien-être, pourquoi vous avez eu envie de ça? Alors par conviction personnelle, qui n'était au début pas tellement la mienne, c'est plus celle de mon père. D'accord. Qui, un peu comme il a créé BFM, qui était la chaîne d'information qui lui manquait, lui, il voulait un hôtel pour faire du sport, perdre du poids, mais sans être puni. Et donc le concept... Donc ça vient de lui. Et le nom, Lily of the Valley, ça sort d'où? Il y a l'histoire pour les journalistes, il y a l'histoire officielle. Enfin, officieuse. Filez-moi tout de suite forcément, l'officieuse, entre nous, hein. on va se confier des choses. La vérité, c'est que, d'ailleurs, il a complètement remasterisé cette histoire, mais je vais vous dire la vraie version. C'est qu'il me disait, on peut l'appeler le Bellevue, le Panorama. Je lui disais, mais c'est ringard, quoi. C'est pas nous. On prend pas Stark pour appeler notre hôtel le Bellevue, ça n'a pas de sens. Donc je l'ai vexé. Parce qu'à l'époque, il avait tout juste 50 ans et que ça a toujours été une étape dans sa vie d'avoir 50 ans. Donc, ouais, donc du coup, il a compris que je le traitais de vieux. Et il est revenu la fois suivante en me disant, on va l'appeler Lily of the Valley. Bon, ok. Et Stark a adoré. Donc, c'est resté. Mais ça vient d'où, Lily of the Valley? Il y a une référence, il y a quelque chose? Non. J'ai vu une boutique de fleurs à Paris dans le 9e qui s'appelle Lily of the Valley, c'est pas vous? Rien à voir. Et ils ont eu le droit? Ça s'appelait comme ça? Alors c'est nous qui avons eu le droit parce que je crois que... Ah, d'accord. Mais oui, parce qu'on n'a pas déposé sur les mêmes catégories, donc il n'y a aucun problème. D'accord. Mais donc Lily of the Valley, ça lui est sorti comme ça? Exact. Incroyable. C'est quoi le secret d'un hôtel qui fait profondément du bien aux gens? D'être sincère. D'être généreux, de faire les choses avec spontanéité. Nous, on prend beaucoup de plaisir, on adore ce qu'on fait, on le fait parce qu'on est convaincus. Et puis, on s'est entouré d'une équipe formidable. Il n'y a pas une personne à l'hôtel sur laquelle dont je doute des compétences, enfin pas des compétences, mais des valeurs humaines, à commencer par notre directeur, que j'adore, qui nous accompagne depuis l'ouverture, qui est quelqu'un de profondément gentil. Et comment vous l'avez recruté? On voulait un DG local pour nous dépatouiller des problèmes qu'on peut avoir sur place. Et on voulait un DG de palace. Donc vous l'avez débauché? Voilà. Il a dit oui tout de suite? Alors oui, il a dit oui tout de suite. Et c'est rigolo parce qu'on s'est donné rendez-vous chez Sénéquier, qui est le café mythique de Saint-Tropez. Et il était là avec sa casquette de l'ancien établissement dans lequel il travaillait. Puis c'était le king de Saint-Tropez, quoi. Il était un plus bel hôtel de Saint-Tropez, hyper connu et tout. Et on est arrivé, moi j'ai dit à mon père, laisse tomber, on sert de lièvre. Enfin, il est là, il se montre chez Sénéquier, tout le monde sait que on va sûrement commencer à chercher notre DG. Donc en fait, il est juste venu pour que tout le monde le voie et que tout le monde le dise au propriétaire de l'hôtel pour qu'il puisse renégocier son salaire. Et en fait, non, il est juste hyper spontané, hyper naturel. C'était le café le plus proche de là où il était. Il nous a donné rendez-vous là et voilà. Et est-ce qu'à la fin du rendez-vous, il a enlevé sa casquette? Non, parce qu'il y a beaucoup de soleil. Parce que ça aurait été joli, ça. C'est vrai, ça aurait été un symbole. Par contre, moi, je me suis acheté une casquette Saint-Tropez qui est pourrie et que j'ai toujours. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a de plus chez Lily of the Valley qu'on ne trouve pas ailleurs? Parce que d'autres
hôtels de luxe wellness existent dans le monde. Je ne les ai pas vraiment fréquentés, mais je sais que ça existe. Qu'est-ce qui fait la différence entre votre hôtel et les autres hôtels? C'est le moment promo. C'est un moment qui n'existait pas tant qu'il y aura des hommes. J'ai essayé de le rajouter dans celui-là. Non, je plaisante, mais voilà. C'est quoi, en une phrase? Je pense que c'est déjà le supplément d'âme. Parce qu'on est tous très impliqués dans cet hôtel et que du coup, ça se ressent. Et puis le concept qui est différent, parce que perdre du poids en se faisant plaisir, en profitant de l'extérieur, en faisant énormément de sport, mais des sports qui sont ludiques, qui sont sympas, en prenant soin de soi, en buvant un verre de vin tous les soirs et en voyant la balance avec l'aiguille qui baisse dans le bon sens. C'est une expérience qui est rare. Mais ça, vous êtes sûre d'être la seule à proposer ça? Ça n'existe pas? Un endroit dans lequel on a tous les soirs un verre de Grand Cru qui est servi? En perdant du poids, je suis pas sûre. D'accord. Et Courchevel, c'est exactement la même chose? Oui. Ouais, Ok. ouais. Mais nous, on laisse le choix à nos clients de perdre du poids ou pas, d'être en programme ou pas. On a 4 programmes qui sont perte de poids, sport, better aging et détox. On peut venir dans le cadre d'un programme, on peut venir dans le cadre de vacances. Et dans ce cas, il y a des plats complètement normaux, entre guillemets, à la carte, où il y a des suggestions saines et gourmandes. Mais c'est vraiment à la discrétion de chacun en fonction de ses projets. Et en fait, ce qui est rigolo, et on en parle encore ce matin, parce que j'ai eu mon comex ce matin, on a des clients qui sont assez jeunes à l'hôtel, pas mal autour de 40 ans, parce qu'on se rend compte qu'on propose à cette génération de prolonger leurs habitudes de vie courantes. C'est-à-dire qu'ils profitent, ils vont à Saint-Tropez, ils vont à Pamplonne, ils éclatent des McDonald's de champagne, mais quand ils viennent à l'hôtel, ils peuvent soit continuer à se prendre une épaule d'agneau, soit manger un truc léger et partir à leur cours de yoga après. Et en fait, c'est cette question d'équilibre qui plaît beaucoup à nos clients qui sont en vacances. Et j'imagine que c'est ce que vous allez proposer également à Courchevel, avec un rapport peut-être encore un peu plus sportif, avec le ski en pleine saison et les marches, les randonnées l'été. Ouais. Et ensuite, Lucie Veil, ça va être quoi ensuite? On ne sait pas encore. On y réfléchit en famille. Vous faites tout en famille? Oui. Vous réfléchissez à tous ces projets en famille ou juste avec votre père? Alors, je dirais que au début, juste avec mon père, et puis après, c'est collégial parce que mon frère et ma sœur sont aussi impliqués, et puis on en discute tous ensemble. Et un peu comme on écoutait RMC au petit-déj et on regardait BFM ensuite, quand il y a des grosses décisions à prendre sur l'hôtel, on en parle tous ensemble. Et moi, là, en ce moment, on est sur le chantier de Courchevel, et 1 euro que je dépense, c'est 1 euro que je voudrais pouvoir justifier à mon frère et ma sœur. C'est familial, pour moi, c'est important. C'est ce qui fait notre identité et c'est ce qui fait aussi notre culture d'entreprise. Vous semblez être d'une très très grande exigence envers vous-même. Vous vous autorisez parfois à être moins forte, moins droite, je sais pas. Quand j'étais petite, mes parents étaient convoqués parce que je rangeais les élèves par ordre alphabétique dans les rangs. Donc c'est un truc qui remonte, c'est un truc qui est difficile de lutter contre. Mais ouais, je pense que je suis assez dure avec moi-même, mais c'est un truc sur lequel je bosse et ça va mieux, je crois. Vous avez trouvé, vous nous l'avez raconté, l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Vous avez fait de Paris votre maison de campagne et Gigaro votre lieu de travail, ce qui effectivement est assez chic et assez original. Est-ce que ça vous coûterait d'être parfois un peu plus déséquilibré, d'avoir des choses moins rangées, moins structurées? Vous savez quel jour vous partez, vous savez quel jour vous rentrez. Est-ce qu'il y a encore de la place pour, je sais pas, un imprévu? Est-ce que vous aimez les copains qui débarquent à 20h pour dîner sans être invités? Ouais. Ça, vous aimez? J'aime bien. Vous n'êtes pas rigide? Non. Vous êtes organisé? Ah ouais. Je suis plus rigide. Je pense que je l'ai été et je pense que je me suis rendu compte jeune adulte qu'en fait c'était lourd à porter parce qu'on s'impose des règles qu'on se doit vis-à-vis de soi-même de respecter. En fait, tout le monde s'en fout et c'est juste lourd pour soi-même, donc ça n'a pas de sens. Et c'est un truc que je faisais jusqu'à jeune adulte et je m'en suis rendu compte. Maintenant, je dirais que je suis plus rigide, que je suis juste assez rigoureuse et très organisée. Mais moi, j'aime bien l'imprévu. Non, j'aime pas l'imprévu. Je gère l'imprévu. Ah, c'est très intéressant comme phrase, ça. Je gère l'imprévu. Ouais. Pas rien ne vous fait peur? Si, quand même, parce que je mets des étiquettes partout. Donc, Des étiquettes sur quoi? des boîtes. Ma meilleure pote, c'est ma Dimo. J'ai une Dimo chez moi que j'adore. Et Une Dimo, c'est ce qui fait les petites étiquettes collantes que... D'accord, vous avez encore ça, donc. Ouais. Ok. Et c'est quoi la dernière étiquette que vous aviez collée? Je pense que c'est... J'avoue que dans mon parking, j'ai fait un petit Franprix. Et en fait, je stocke des vingtaines et des vingtaines de compotes pour mes filles. Et du coup, j'ai fait des rangements de compotes avec ma Dimo.
D'accord. Voilà, je me soigne. Mais franchement, je dois dire que c'est assez impressionnant quand on le découvre. Mais ça facilite la vie de tout le monde, à commencer par moi. Mais évidemment. Et moi, je trouve que C'est ça votre plus grande qualité? C'est d'être rigoureuse, d'être organisée? Moi, je crois que c'est aussi mon plus gros défaut. Mais en fait, c'est un peu. Enfin, je pense que quand on est entier, les plus grandes qualités sont souvent les plus gros défauts. Enfin, quand on est entier et qu'on tire l'élastique jusqu'au bout, bah forcément, on va d'un extrême à l'autre. Et si vous aviez un autre défaut, ou le défaut le plus encombrant chez vous, vous avez une possibilité de me le citer? J'ai trop bonne mémoire. Je peux être un peu rancunière. Okay. Est-ce que parfois vous avez honte d'avoir dit ou d'avoir fait quelque chose? Est-ce que parfois vous vous en voulez? En fait, assez paradoxalement, je suis assez spontanée. Donc, mais justement. Et du coup, parfois, je me dis, oula, est-ce que j'aurais vraiment dû dire ça? Est-ce que c'était pas un peu bizarre? Est-ce que... puis ça passe, et puis on se dit que les gens ont une vie et qu'ils s'en fichent probablement d'avoir que j'ai dit un truc bizarre. Vous vous aimez bien? Vous vous trouvez jolie? Alors, vaste question. Non. Réponse très simple. Et notamment parce que je pense que 2 bébés en 2 ans, c'est très impressionnant pour le corps. Et c'est hyper dur de... Vous aimiez votre corps avant? Je l'aimais pas. Mais j'ai toujours été assez fine, mais je me disais je pourrais être mieux, mais il faudrait que je fasse du sport et c'est ma faute si j'en fais pas. Et voilà, et je vais pas me plaindre de ne pas faire de sport, c'est une question de volonté. Je m'arrêtais à ça et je me disais voilà, je pourrais être mieux, je le suis pas, c'est comme ça. 2 grossesses en 2 ans, c'est des amplitudes de poids énormes, c'est passer d'un extrême à l'autre hyper vite. Et ça, franchement, je trouve que pour le cerveau, c'est compliqué à encaisser. Moi, j'ai passé plusieurs années à avoir l'impression d'être dans le corps de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas aimé être enceinte? Si, j'ai bien aimé être enceinte. Mais en fait, moi, j'aimais la cohabitation avec mon bébé, mais j'aimais pas les formes que je prenais. Et en ce moment, vous vous trouvez comment? Bah, je trouve que 1 an après mon 2e accouchement, je trouve que je suis courageuse, je trouve que je suis forte. Ouais, surtout courageuse parce que j'ai beaucoup bossé et voilà, je trouve que je mérite d'être fière de mon corps, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais qui devrait bientôt l'être. C'est assez touchant. C'est quoi votre rapport à l'âge? Vous me disiez tout à l'heure que votre père avait eu un petit coup de passer 50 ans. Il a passé mon enfance, quand il me faisait marrer, à me dire, t'imagines si t'avais un vieux papa de 50 ans? Donc quand il a eu 50 ans, c'était big deal dans la famille pour son anniversaire. Et quand il a eu 50 ans, il a perdu 12 kilos. En fait, c'est là où il a découvert le sport, la perte de poids, où il a commencé à chercher des établissements qui pouvaient répondre à son besoin. Donc en fait, la genèse de Lily of the Valley, c'est son anniversaire de ses 50 ans, je pense. Il se fait opérer des yeux, il a changé de style, enfin vraiment, il a rajeuni. Et moi, mon rapport à l'âge, c'est l'impression d'un sprint. En fait, j'ai eu des enfants, j'ai perdu mes grands-parents récemment, et du coup, on se rend compte en fait de la génération qui se décale. Et je trouve vous avez peur de la mort? Ouais, complètement. J'y pense tous les jours. Tous les jours? Ouais. Comment ça se manifeste? C'est des pensées intrusives ça me parasite, quoi. Comme ça peut arriver comme ça? Ouais. Et vous vous dites quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de ce qu'il y a après? Vous avez peur de laisser les gens ici? D'abandonner vos filles? Non, j'ai peur d'être seule. J'ai pas peur de ma mort, j'ai peur de la mort des gens que j'aime. Ah. Vous n'avez pas peur de votre mort? Non. Et par exemple... j'embête tout le temps mon mari parce que je lui demande de faire du sport, je lui demande de prendre soin de lui, je lui demande de surveiller parce que je veux pas que je lui dise t'as 37 ans, t'as 2 petites filles, t'es mariée, t'as des responsabilités, quoi. Tu peux pas non pas qu'il se néglige, mais je lui mets la pression pour que surtout il continue à prendre soin de lui. Mais vous savez que parfois il y a des gens qui ont pris extrêmement soin d'eux et... Ah bien sûr, mais statistiquement c'est quand même quand on prend soin de soi que... Vous êtes un peu hypocondriaque? Pas du tout, mais lui, ouais, grave. Ah ouais? Avant de le rencontrer, je pensais que l'hypocondrie, c'était être un peu chouchotte et douillette. Donc du coup, je me croyais hypocondriaque. J'ai découvert que l'hypocondrie, c'est une vraie angoisse, en fait. C'est des gens qui se réveillent tous les matins en étant convaincus qu'ils ont un cancer, quoi. Donc lui, c'est pas son cas non plus. Mais lui, il est très inquiet de la maladie, ouais. Ouais, donc c'est très bien que vous le poussiez à prendre soin de lui. Oui. C'est ça. Ça va lui éviter quelques déconvenues. Est-ce que devenir mère, ça a été une évidence pour vous? Vous en rêviez depuis l'enfance? Ouais, je me souviens très bien du jour où j'ai su que j'aurais des enfants un jour et j'avais 4 ans. Donc, et vous avez eu des enfants facilement? Oui, très facilement.
Mais j'avais une très grosse angoisse d'avoir des difficultés. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai compris assez petite. J'étais enfant quand j'ai compris que ça pouvait être difficile d'avoir des enfants. Et du coup, ça m'a toujours habitée. Et quand je me suis mariée, on s'est mariés assez tard, on a passé 8 ans ensemble avant de se marier, parce que moi, j'étais pas pressée. Par contre, je savais qu'à partir du moment où je me mariais, je voulais des enfants. Et j'ai vraiment eu un peu cette inquiétude de savoir quand on s'est mariés, est-ce que ça allait fonctionner vite, quoi. Ça a été un soulagement énorme que ça fonctionne du premier coup. Quel rapport vous entretenez avec vos filles aujourd'hui ? Alors, c'est vrai qu'elles sont encore petites, mais comment vous projetez quelle mère vous avez envie d'être pour elles ? Moi, j'ai envie d'être la mère à qui on peut le dire quand on a fait une bêtise, parce qu'il y a un rapport de confiance suffisant pour se rendre compte qu'il vaut mieux se faire engueuler et dire qu'on a fait une bêtise plutôt que d'avoir peur de ses parents et que la bêtise devienne un truc énorme. Ça, c'est vraiment un goal pour moi, que mes filles me fassent suffisamment confiance pour être l'adulte qu'elles appellent quand il y a un problème. Vous trouvez ça facile, vous, la maternité ? Non. Vous n'avez pas l'impression qu'on nous ment un peu sur ce sujet, qu'on nous fait croire que ça va être un long fleuve tranquille, que quand on va accoucher, on va avoir un halo de lumière sur nous qui va nous tomber dessus, qu'on va les aimer instantanément, et qu'en fait, ça se construit ? C'est clair. Moi, quand on m'a posé ma fille sur moi, mon aînée, quand on me l'a posée à la naissance, je me suis dit, on m'a sorti un truc de mon corps, quoi. C'est impressionnant. Bien sûr que c'est impressionnant. Donc c'est pas du tout une évidence. Moi, j'étais préparée à ce que ce soit pas évident parce que j'avais lu, j'avais écouté, donc. Vous vous préparez dans tout. Ouais. Il n'y a rien que vous abordez comme ça, à la fleur au fusil. Non. Mais vous m'avez dit que vous aimiez quand même l'imprévu, enfin vous gérez l'imprévu, mais la spontanéité par exemple. Tout à l'heure vous me dites oui, ça peut m'arriver de sortir un truc et de le regretter, mais en fait je suis pas sûre que ça vous arrive assez souvent. Vous vous préparez quoi pour être. C'est très fort. Moi je suis très admirative. Dans les grandes étapes, ouais, je suis. Ouais. Ça fait très très longtemps que les femmes font des enfants. C'est un truc qui est quand même normalement assez naturel, assez spontané. Moi, ma fille aînée a dépassé le terme. Et du coup, j'étais éligible au déclenchement et j'ai supplié mon gynéco de me déclencher parce que ça me rassurait d'arriver à la maternité en ayant commandé mon taxi avec ma valise faite, sans rush. Je l'ai supplié de me déclencher. Et il a compris, parce qu'on pouvait encore un peu attendre. Et j'attendais vraiment de dépasser le terme pour être cliniquement adressée, quoi. Vous aviez peur ? Oui. Vous aimiez mieux avoir rendez-vous avec elle ? Exactement. Et pour la deuxième ? J'ai eu une césarienne qui était programmée. Impeccable, ouais. Le rendez-vous. Ouais. Lucie, on a parlé des femmes de votre vie, maintenant j'aimerais qu'on parle des hommes un peu maintenant. Alors, quels sont les hommes qui comptent aujourd'hui dans votre vie ? On l'a compris, il y a bien sûr votre père. Surtout mon mari. Maintenant, vous mettez votre mari devant votre père ? Ils sont pas sur le même plan. Et d'ailleurs, je supporterais pas être avec un homme qui n'apprécie pas mon père et qui n'apprécie pas de passer des moments en famille. Alors, parlez-nous un peu de votre mari. Qu'y a-t-il ? Que fait-il ? Qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres ? Il est profondément gentil. Je sais que dans chaque décision qu'il prend, je suis considérée. Et ça, vous le lui rendez ? Oui. C'est vraiment un fonctionnement qu'on a ensemble. Et c'est d'un repos pour une vie de couple qui est énorme. Parce que du coup, je suis en confiance totale. Je sais que dès qu'il prend une décision, je sais qu'il a pensé à moi dans la décision. C'est précieux. Vous aviez connu ce genre de relation avant de le rencontrer, lui ? Non. Non, soit parce que j'étais trop jeune, soit parce que la relation était foireuse. Mais vous croyez que c'est intrinsèque à son caractère ou est-ce que c'est ce que vous avez réussi à créer ensemble ? Je pense que c'est ensemble. Je pense que c'est ensemble. C'est un peu les deux, en fait. Et ça s'est fait naturellement ? Oui. Vous n'êtes pas dit un jour, vous l'avez pas un jour mis autour d'une table avec un PowerPoint en lui disant non. Bon, alors, voilà ce qu'on va faire. Maintenant, dès que tu prends une décision, tu penses à moi. Parce que je trouve ça merveilleux, là, ce que vous venez de dire. Ouais, non, c'est vraiment, on est très harmonieux, en fait. Moi, je trouve ça, on a toujours envie des mêmes choses au même moment. Je sais que je pèse dans chacune de ces décisions. Donc, du coup, tout est tout le temps hyper facile, hyper smooth. Lui, il ne s'énerve absolument jamais. Et le peu de fois où il s'est énervé, ou en tout cas où il s'est opposé, c'est tellement rare que j'ai compris que c'est que j'avais franchi une étape et qu'il avait raison. Et moi, je peux un peu plus protester, mais en fait, on a un fonctionnement qui est assez chouette parce que dès que je suis pas contente, moi je le dis. Je fais pas la gueule pendant 2 heures. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je le verbalise direct. Ouais. Sur le cœur, hop, ça sort. Je verbalise direct, on purge, terminé, on passe à autre chose. Il y a qui d'autre ? Donc il y a votre père, il y a votre mari. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres hommes importants dans votre vie ? Mon petit frère. Ouais. Et c'est un drôle d'oiseau et je l'adore et je suis hyper contente que ça rentre en France.
Et c'est le membre de ma famille que je vois le moins souvent, même si son appartement est au-dessus de mes bureaux. Vous voyez, la proximité, Ouais. ça ne fait pas la quotidienneté. Et vous avez beaucoup d'amis, garçons? Ouais. Pas Vous beaucoup. croyez en l'amitié Oui, homme-femme? complètement. Et j'ai pas beaucoup d'amis garçons, mais j'ai des amis garçons. Enfin, oui, avec zéro ambiguïté. C'est quoi votre rapport aux hommes de façon générale? Est-ce qu'en grandissant, est-ce qu'en vieillissant, vous êtes devenue plus séductrice ou plus cette espèce d'autorité naturelle que vous avez? Est-ce que vous aimez bien l'exercer sur eux ou est-ce qu'au contraire pas du tout? C'est pas un sujet chez vous? C'est pas un... Alors, ce qui est rigolo, c'est que mes copains garçons sont en fait des anciennes relations de travail, ou d'ailleurs toujours relations de travail. Et tous m'ont dit que quand ils m'ont rencontrée, ils m'avaient trouvée froide, si ce n'est presque un peu glaciale. Et qu'en fait, c'est une première impression que je peux faire, mais qui n'est pas du tout vraie quand on me connaît bien. Vous auriez aimé être un garçon? Non. Jamais, ça vous a jamais traversé l'esprit? Non. Est-ce qu'être la fille d'Alain Veil, à certains égards, ça a été difficile? Est-ce que vous faire un prénom, ça a été un peu difficile? Alors déjà, si ça l'est, ça fait pas pleurer. Et ensuite, moi, la chance que j'ai, c'est que dans l'hôtellerie, les sagas familiales sont quand même largement admises. Donc, j'ai jamais eu l'impression d'avoir à me justifier. C'est hyper courant que les hôtels soient détenus, ou les groupes hôteliers soient détenus par des familles. Il y a plein de familles dans l'hôtellerie. Et du coup, c'est très, très largement admis par les équipes. Vous ne vous seriez pas autorisé ça si ça avait été dans un autre domaine que l'hôtellerie? Alors, Vous n'auriez pas rejoint votre père dans les médias, par exemple? Non, j'aurais pas essayé de rejoindre mon père dans les médias. Déjà par intérêt. Et ensuite parce que je pense que c'est beaucoup plus difficile auprès des journalistes. Drôle de race, les journalistes. Hein. C'est ça que vous essayez de me dire? Alors, mon mari est journaliste. Donc... Oh, bah ça va, je suis sauvée. Et ensuite, l'hôtellerie, c'est concret. Donc, quand on bosse et qu'on fait ses preuves, bah, en fait, voilà, c'est là et c'est palpable. Donc ça, pour moi, ça n'a pas été difficile dans mon milieu professionnel de m'imposer. Je me sens pas fille d'eux. Et est-ce que votre sœur ou votre frère, eux, ont choisi les médias? Ma sœur, ouais, et je pense que ça a été plus difficile pour elle. Et mon frère, rien à voir. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas du tout un hasard. Lui, il a choisi de faire de la physique des particules. Donc, il est parti aux États-Unis faire un doctorat. Et c'est un milieu que personne ne comprend, évidemment. Sa thèse en anglais, on a tous essayé de la lire, mais... Vous avez vraiment essayé de la lire? Les remerciements, au début. D'accord. Non, mais j'aime bien votre honnêteté. Parce que là, vous m'avez dit, bah oui, écoute, j'y ai passé plusieurs week-ends. Je me dis, non, mais c'est intouchable. Intouchable. C'est intouchable. Donc, et lui, je pense que c'est pas du tout un hasard s'il a choisi ça. C'est parce qu'au moins, il peut pas être comparé. C'est vrai que c'est... Ou peut-être simplement que c'est ce qui l'intéressait vraiment. Aujourd'hui, il fait du private equity. Ah, effectivement, c'était pas exactement ce qui l'intéressait. Quel a été le plus beau jour de votre vie, Lucie Veil? Franchement, c'est bateau, mais peut-être mon mariage. Qu'est-ce que vous aimez le plus la nuit? Dormir. Surtout avec 2 bébés à la maison. Oui, c'est vrai que c'est précieux. Quel est le livre que vous avez le plus offert? Un livre que je n'ai jamais lu. J'aime beaucoup votre honnêteté. Mais que mon père m'a offert et dont il me parle tout le temps, qui s'appelle Do More With Less, qui est une bible pour lui, parce que lui est très cost-killer, il a une culture très... une bonne idée, c'est... il nous dit qu'avoir une bonne idée, ça peut ne rien coûter. Enfin bref, cost-killer. Et donc, Do More With Less, il me l'a offert 15 fois. Donc moi, je l'ai offert 15 fois aussi, parce que j'ai dû 14 fois, j'en ai un chez moi. Donc j'ai refilé tous les autres numéros autour de moi. Mais je ne l'ai jamais lu parce que ce livre me traumatise. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc je vous remercie pour le tips. Quel don de la nature vous auriez aimé avoir? Être une bête sociale. C'est un don de la nature, ça? Ouais, je crois. C'est un don de réussir à se faire apprécier partout où on passe, de laisser une bonne impression, de fédérer autour de soi, de faire unanimité tout le temps. Moi, j'admire les gens qui sont... Mais vous en connaissez des gens qui font vraiment l'unanimité tout le temps? Pas unanimité, non, mais je connais des gens qui ont une facilité. On les pose n'importe où. Et qui ont une facilité à se faire des potes. Justement, mon meilleur copain, qui est quand même venu à l'anniversaire à Dynamo de ma sœur, donc Dynamo, les salles de spinning dans le noir. Il connaissait personne à part moi et ma sœur, qui était la queen de la soirée, donc il n'a pas prêté beaucoup d'attention. Et il est parti après moi parce qu'il est devenu copain avec toutes les potes de ma sœur. Ça, c'est un talent, quoi. Je sais pas comment il fait. Et pendant la soirée, vous avez fait que de la dynamo? Et après, on a été boire des coups. Ouais, d'accord. Ça me rassure quand même. Pour quel défaut chez les autres avez-vous le plus de tendresse? La maladresse. Est-ce que quelqu'un vous manque, Lucie? Ouais.
Qui? Ma grand-mère. Qu'est-ce que vous avez commencé et que vous n'avez jamais terminé? Rien. C'est vraiment une maxime familiale, quand on commence, on termine. Donc je pense que ce que j'ai pas terminé, c'est parce que c'est encore en cours. Enfin, Lucie Veil, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise en vous voyant arriver un jour le plus tard possible, bien sûr? Tu peux rentrer. Merci infiniment, Lucie, d'avoir pris ce temps avec nous, d'avoir été ma première invitée, d'avoir essuyé les plâtres d'une interview finalement assez différente pour moi, d'interviewer une femme. J'ai eu beaucoup plus envie de participer à la conversation que je ne le fais avec les hommes. Je vais peut-être couper des choses au montage, je crois que j'ai trop parlé. Les mots de la fin vous reviennent. Alors, tant qu'il y aura des femmes... Il y aura... des surprises. Merci infiniment, portez-vous bien et j'espère vraiment à très bientôt. Alors, génial. Tant qu'il y aura des femmes.